Un an après la grande crise boursière américaine qui a provoqué l'effondrement de quantité d'entreprises, d'établissements bancaires et d'initiatives privées. C'était aussi à cette période que Burroughs s'est lancé lui-même dans les affaires, et s'il a connu des revers sur le plan immobilier, il a connu un grand succès, nous allons le voir après au chapitre suivant, dans tout ce qui a été l'exploitation de son domaine imaginaire, de John Carter et des autres personnages. Les années 30 voient la création de sa propre maison d'édition, où il se réserve l'édition de ses histoires en volume, donc sous des formats assez coûteux, qui effrayaient les éditeurs de l'époque, mais qui se sont révélés très rémunérateurs pour lui. Et c'est à cette époque-là qu'a été créée son entreprise, la Edgar Rice Burroughs Inc., et qui existe toujours et qui est dirigée par des membres de sa famille, des descendants, et qui génère encore beaucoup d'argent. En France, nous avons cette édition en volume qui est probablement la plus célèbre et la plus facilement trouvable aujourd'hui. Mais il a fallu attendre quand même les années 70 pour avoir une amorce de publication intégrale de la série John Carter par les éditions Jean-Claude Lattès. Et je dis bien amorce parce que les 11 volumes n'ont pas été traduits, la série s'est interrompue, et ce qui prouve quand même que cet imaginaire n'a pas vraiment percé dans notre pays, du moins pour cette série-là. Alors que dans le monde anglo-saxon, les volumes, les romans ont été constamment réédités. Il existe des dizaines d'éditions différentes, des fois avec de très très belles illustrations, comme ici, dans une édition britannique. Il y en a une autre encore plus colorée, voilà, qui est parue dans les années 50. Et on voit là des détails du monde que Burroughs a imaginé pour peupler Mars. C'est-à-dire que les êtres qui sont extrêmement divers, qui peuplent la planète, sont des êtres gigantesques et qui sont dotés pour les mâles de 4 bras et pour les animaux, alors mâles ou femelles, en général de 6 membres. Mais par contre, les femelles ressemblent trait pour trait aux femelles humaines, aux femmes, à ceci près qu'elles sont ovipares, mais cependant fertiles avec un être humain. Et les aventures de John Carter sur Mars peuvent se résumer à une série de combats qui l'amèneront à devenir le seigneur de la guerre de la planète et à épouser déjà Toris, une princesse locale, et ensuite à engendrer toute une descendance que l'on retrouvera au cours des volumes suivants, principalement au niveau du 5, 6e et ainsi de suite, et où John Carter ne figurera plus qu'un personnage secondaire, toujours présent, tutélaire, mais non plus le premier personnage des romans. L'ensemble donc formant toute une saga très colorée parce que la planète est vaste et elle recèle des tas de populations assez toutes les plus hostiles les unes que les autres, de toutes les couleurs imaginables. Et la coexistence d'une technologie assez développée pour ce qui concerne les vaisseaux aériens que l'on peut apercevoir dans le ciel, et une technologie primitive pour ce qui est de l'armement. Les soldats se battent principalement avec des armes blanches, ils ont quelques armes à feu, mais assez peu puissantes, donne un ensemble assez attrayant, et comme on le voit, qui a été bien reçu par des centaines de milliers de lecteurs. Alors, je voudrais dire que, avant d'aller plus loin, John Carter est arrivé sur Mars par un procédé psychique. C'est étonnant, mais c'est un voyage astral qu'il a projeté sur la planète voisine de la nôtre. Et pour revenir à Gulliver of Mars que l'on a vu précédemment, lui, c'est un tapis volant qu'il avait amené sur Mars. Donc on voit encore une similitude assez étrange entre les deux personnages. Mais ce procédé, bien qu'il a été utilisé plusieurs fois lors de la narration,
finalement passe assez bien, parce que tout cet ensemble nage dans une ambiance féerique, héroïque, et finalement on se moque bien que John Carter ait été propulsé de cette façon-là sur Mars, puisqu'il nous fait vivre des aventures haletantes. Évidemment, la bande dessinée américaine s'est emparée du personnage, et assez rapidement, encore que moins que pour Tarzan, que l'on va voir tout à l'heure, parce que l'aura de ce personnage a dépassé le simple lectorat des pulps. Ceci dit, n'oublions pas que dans les comics se sont reconvertis beaucoup des auteurs des pulps, donc le voisinage était compréhensible. Et John Carter a connu plusieurs aventures dans le monde de la bande dessinée, et au travers de publications diverses, mais qui ont pratiquement toujours été des comics, c'est-à-dire des fascicules de quelques dizaines de pages, et n'a pas vraiment eu d'aventures qui se sont passées dans les journaux. Et ce qui est un peu étonnant, compte tenu de sa notoriété. On verra que tout à l'heure, Tarzan, lui, va se répandre dans les journaux très rapidement. Alors, le retentissement du personnage a été important, puisque très rapidement, nous avons vu, donc il était né en 1912, mais dès la fin des années 10, des imitateurs se sont mis à écrire des histoires similaires, mais pour des publications de groupes appartenant à des concurrents du groupe Muncie. Et l'un de ces imitateurs a été Otis Aldebert Klein, qui a quand même rédigé beaucoup d'histoires sur le modèle de celle de Burroughs, en les plaçant pour un certain nombre sur Mars, mais aussi sur la Lune, ce que Burroughs fera aussi. Il a écrit un cycle consacré à la Lune. Klein est amusant dans la mesure où, dans sa frénésie d'écriture et d'imitation de Burroughs, il a entamé une série qui se passe sur Vénus quelques mois avant que Burroughs ne s'y mette aussi. Donc on peut dire qu'il y a eu une fusion d'inspiration entre les deux auteurs. Bon. Toutes ces histoires sont, même si elles ont un peu vieilli, sont quand même lisibles et sont bâties sur le modèle de John Carter, avec des héros qui sont des terriens projetés sur des mondes inconnus dont il faut tout découvrir. Voilà, une édition donc, des années 50 qui bénéficie du talent des dessinateurs de cette époque. Une édition de Masa of the Moon, alors illustrée par Roy Krenkel, mais il y a eu du Jeff Jones, et de très grands illustrateurs qui ont su visualiser les délires imaginatifs des auteurs. Là, on voit une espèce un genre de poissons ailés, des déserts lunaires, et qui est parfaitement évocateur de l'ambiance du roman. Donc revoilà notre auteur, Edgar Rice Burroughs, un peu plus tard que nous ne l'avons vu précédemment, quand il est devenu un auteur accompli, un auteur à succès, qui a fondé sa maison d'édition, qui a mené de sa barque dans d'autres entreprises, notamment immobilières, mais il n'y a pas très bien réussi, mais qui a quand même réalisé, un peu malgré lui, une extraordinaire opération en achetant un ranch au nord de Los Angeles, un ranch qu'il va baptiser, après le succès de son deuxième personnage, Tarzana. Et alors, les ranchs américaines de cette époque sont gigantesques, et petit à petit, cet établissement va attirer l'installation d'autres habitants, et ce qui débouchera sur une dizaine d'années à la fondation d'une nouvelle ville qui s'appellera Tarzana, en l'honneur du second personnage créé par Edgar Rice Burroughs, qui lui est paru aussi dans All Story, et qui dès le premier numéro a eu droit à la couverture du magazine. Le rédacteur en chef de l'époque a été soufflé par l'histoire que Burroughs lui a proposée, et il lui a dit, alors que, comme je vous l'ai mentionné précédemment, les rapports entre les rédacteurs en chef et les auteurs n'étaient pas vraiment transparents, il lui a dit immédiatement que son histoire dépassait tout ce qu'il avait lu jusqu'à présent et tout ce qu'il pouvait publier, ce qui fait qu'il a même
entamé avec ce genre de roman la publication de très très gros chapitres qui prenaient de très nombreuses pages dans la publication, et son choix ne s'est pas avéré médiocre, puisque le lectorat a suivi et a immédiatement réclamé d'autres aventures de ce nouveau personnage, de Tarzan des singes. Et Burroughs, pratiquement avant même que l'histoire ne soit terminée dans All Story, a dû se mettre à l'écriture de la suite et abandonner un peu les velléités d'écriture d'autres séries. Il avait en particulier, il voulait retravailler son premier roman, qui était un roman médiéval, qui souffrait de beaucoup d'erreurs de jeunesse, et il l'a laissé tomber pour se consacrer à ces deux nouveaux personnages, puisque le succès était au rendez-vous. Et à partir de là, All Story, Tarzan, est apparu régulièrement dans les pulps, et en France aussi assez rapidement, même si cette édition chez Fayard date des années 30, donc c'est quand même une vingtaine d'années après la publication aux États-Unis. Mais c'est à peu près fait en même temps que l'édition en volume des aventures de Tarzan par Burroughs, éditeur lui-même.